Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici TFT, et comme promis la dernière fois en live, nous nous retrouvons pour un épisode spécial de Coup de gueule, c'est un épisode de dizaine. Coup de gueule, votre émission préférée sur la chaîne où nous parlons de manière vernaculaire de cinéma et où nous nous permettons la chose odieuse, très odieuse, que d'attribuer une note à un métrage. Et comme je l'avais mentionné du coup, comme je le disais sur ma chaîne Twitch, tous les 10 épisodes, quand je me gourre pas de numération, cervelle de TFT, je vais critiquer un film qui me plaît ou qui m'a marqué quand je l'ai visionné la première fois. Bon, alors, peu importe si le film s'est vautré au box-office ou alors s'est fait littéralement fusiller par les critiques professionnelles ou populaires, du moment que le film m'a plu et ou marqué, eh bien je le critiquerai. Et donc, après toutes ces années, je me suis dit, tiens, je vais revoir You're Next, et c'est donc notre sujet aujourd'hui. You're Next, sorti en 2011, réalisé par Adam Wingard. C'est étonnant dans ma mémoire, parce que déjà avant de commencer, j'ai toujours cru que le film avait été réalisé en 2016. La preuve irréfutable que je vieillis à vitesse grand V. Mais bref, sans transition. Et pourquoi au final je vous parle de ce film en particulier? Parce que c'est un film qui appartient à une sorte de sous-genre, et je dis bien sorte de sous-genre du film d'horreur et de surcroît du slasher, que l'on voit plus trop désormais sur nos écrans, mais que j'aime énormément, le Home Invasion. En gros, je vais vous donner un exemple et des contre-exemples, comme ça, voilà, je me permets humblement, mais tout de même, comme ça me permettra de ne pas vous perdre. Scream de 96 est un film qui appartient à ce sous-genre. Il y a quelqu'un chez lui et il y a un tueur extérieur qui essaye de rentrer. Voilà, on a une, voire plusieurs victimes qui sont dans leur maison et un tueur rôde à l'extérieur et ce tueur ou ces tueurs veulent rentrer et faire du mal à la personne. Entre guillemets, classique slasher 101, c'est vraiment tiens, il y a quelqu'un masqué, il veut faire du mal à quelqu'un, la personne est dans une maison, voilà. À titre de contre-exemple cependant, et ensuite je commence ma critique, je ne considère pas Vendredi 13 ou même Scream 2 ou Scream 3 comme tel, dans la mesure où respectivement ça se passe dans un camp forestier la plupart du temps, ainsi que dans une université puis dans une grande ville en ce qui concerne le deuxième et le troisième opus de Scream. Encore une fois, c'est que ma remarque, c'est que ma critique, c'est que moi qui dis ce que je veux. Mais bref, maintenant que j'ai établi ça, on peut commencer la critique et je tiens à préciser que le film ne sera absolument pas tout public. Donc vous êtes prévenus, il y a certaines scènes qui seront particulièrement violentes ou même roses d'ailleurs. Oh bah tiens, d'ailleurs, parfaite transition poitrine puisque le film commence là-dessus. En effet, le couple formé par deux personnages que l'on apprendra être Eric et Talia sont en train de s'encanailler explicitement. J'avais dit que le programme serait pas tout public, mais on sent bien que l'amour n'est pas réciproque dans le couple. Talia a l'air de s'ennuyer en plein ébat et son compagnon / mari, on sait pas trop, ne pense qu'à une idée, c'est d'aller prendre une douche une fois son divertissement fini. Je vous jure que je fais en sorte que ce programme reste disponible sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, toi, sérieusement, putain de gros beauf de merde, t'as jamais entendu parler de l'aftercare ? Ouais, faut qu'on en parle ça un jour aussi. Mais bref, on va essayer de garder ce programme autant tout public que ce soit. Mais bref, Talia, elle, quand son copain est sous la douche, mari, compagnon, bref, descend dans le salon et bon Dieu, reboutonne-moi cette chemise sinon je vais me faire démonétiser. Et elle se prépare une boisson alcoolisée. Mais avant même ça, avant même l'amorce du film, j'ai juste un petit problème avec une chose en particulier du scénario. En effet, quand Talia descend, elle remarque que la porte-fenêtre coulissante qui constitue le patio du salon de la maison où elle est, et qui mène vers l'extérieur est ouverte. Ok. De plus, elle marque un temps d'arrêt quand elle voit les lumières à capteur de mouvement s'allumer. Y'a pas un moment où tu commences à paniquer là? Genre je sais pas, à dire qu'il y a probablement quelqu'un qui est rentré chez toi pendant que t'étais en haut en train de t'encanailler? Genre voilà. Et pire encore, elle ne flippe pas. Genre elle va refermer la porte puis bon d'accord. Bon, on va dire pourquoi pas, parce que la première chose qu'elle fait après ça c'est de mettre la musique à fond. Remarque personnelle, j'en connais une qui va pas durer longtemps dans l'introduction de ce film. Et fait et dit, c'est le cas, parce qu'on a un changement de plan sur son compagnon qui sort de la douche et qui la rejoint dans le salon, sauf qu'il ne la trouve pas, et voit marqué sur la porte-fenêtre coulissante « You're next ». Et oui, comme le nom du film, « You're next ». Suite à une transition mal faite de mouvement de caméra, il remarque enfin le cadavre de sa compagne. Oh, n'avions pas vu. Et comme vous le savez, vous le savez, oui, probablement on est dans un film d'horreur, il recule, et le tueur est juste derrière lui dans dans la fameuse facilité scénaristique qu'est le hors-champ. Le fameux tueur porte une combinaison entièrement noire. À un petit détail près, il porte un masque d'animal. Ici, c'est un masque d'agneau. Clin d'œil, regardez bien l'affiche. Masque qui est très célèbre pour être l'une des nombreuses images du film. Ah oui, et pour clôturer l'introduction, mention spéciale à la confiture de fraises qui est étalée sur le carreau après le coup de machette. Ça m'a fait bien rire.
En effet, je vais juste vous parler d'un truc, je le dis tout de suite, je l'ai dans mon script, mais je le dis plus tard. Je vais pas vous spoiler tout le film. Je vous donne juste les bases pour vous dire il m'intéresse ce film, ou alors pas du tout. Donc bref, encore une fois, je skip 10 minutes en vous informant juste qu'on nous introduit tout simplement au personnage. On a en gros, de manière générale, la famille Davison, Davy Jones, Davison, donc du coup, qui sont composés par les parents, évidemment, donc qui sont nommés Paul et Aubrey. Aubrey qui est joué par Barbara Crampton. Et là je bande. Je te raconte pas. Bonjour madame, je me présente, je m'appelle TFT, mais j'espère un jour pouvoir vous appeler mademoiselle. Oula. Ainsi que leurs enfants, qui vont normalement les rejoindre pour la soirée, et ils emmèneront avec eux leurs compagnes et compagnons respectifs. Donc il y a, je le dis plus tard dans le script, mais je le redis là, il y a 3 frères et une sœur. Voilà, donc voilà. En gros, je vous fais le résumé jusqu'à présent. Les figurants du début ont été massacrés par une personne dissimulée sous un masque d'agneau. Ils étaient les voisins de la famille Davison. Donc cette fameuse famille, la dite famille Davison, va tout simplement faire une grande réunion de famille. Jusque-là, le scénario est très simple et convenu, et on a une base de personnages et de scénario qui est réglée en même pas une dizaine de minutes, très grossièrement. C'est de l'exposition claire et carrée. On peut donc commencer les festivités, oui, façon de parler, hein, voilà. Donc en effet, en prévision, faut que j'arrête de marquer en effet dans mes scripts, mais en effet quand même, en prévision de l'arrivée de tout ce petit monde demain, le père décide d'aller rallumer la chaudière et de décharger les courses, donc des nourritures, etc., tandis que la mère s'affaire à nettoyer la maison et à retirer les draps qui couvrent les différents meubles. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous le dire, mais je vous le dis tout de suite, les parents sont pétés de thunes. Ils sont ultra riches et le film se passera donc dans une sorte de pseudo-château, enfin du moins une sorte de demeure à la limite du manoir, style maison secondaire de campagne. Donc ouais, vous voyez le genre, hein, clairement. Mais la mère, bonjour madame, Et là je bande. entend des bruits sourds à l'étage et demande à son mari d'aller voir. Donc, fait et dit, le mari monte mais se prend un jumpscare de son fils qui bizarrement est apparu dans son dos. Alors oui, je me serais bien demandé comment Crispian, c'est le nom du fils, ce prénom est dégueulasse, Crispian a-t-il fait pour apparaître dans le dos de son père sans prévenir. Mais j'oublie des fois que les riches ont tellement de portes et de fenêtres dans leur baraque secondaire voire tertiaire qu'ils en oublient le fait que n'importe qui peut définitivement rentrer chez eux et s'introduire dans leur dos sans qu'ils s'en rendent compte. Oh là là, c'est putain de riche, hein. Mais blague à part, on n'a pas le temps, puisqu'on se rend compte que quelqu'un est définitivement bien dans cette maison, puisque la porte se referme alors que les deux descendent pour rejoindre Aubrey. Et là je bande. On a compris qui, elle, était partie accueillir Crispian et sa compagne Erin, qui, eux, sont arrivés un soir avant. Voilà, pour aider les parents, parce que Erin est la petite dernière introduite dans la famille. Elle est la compagne que, du coup, Crispian a eu... dans son emploi, enfin bref, et du coup il voulait introduire Erin à sa famille avant ses frères et sœurs qui arrivent le lendemain, rappelez-vous. Donc le jeune couple, entre guillemets, se met au lit le soir et discute. On apprend que demain constitue l'anniversaire du mariage des parents, qui sont ensemble depuis 35 ans. Mais malgré tout, au fil de la conversation et de la discussion, on comprend que Crispian n'a pas revu ses 2 frères et sa sœur depuis très longtemps. Oui, ils sont 3 frères au total et une sœur. Donc oui, Crispian n'a pas revu ses 2 frères et sa sœur depuis longtemps. Il reste vague sur le sujet, mais on croit comprendre qu'il y a eu une dispute entre eux, ou alors ils sont au moins quittés en de très mauvais termes. Je passe des intrigues et des sous-intrigues, de rencontres et de souvenirs pour vous parler un petit peu de la technique de caméra cette fois-ci. C'est rare que je le fasse dans Coup de gueule, mais là j'ai envie de le faire parce que c'est important. En effet, rappelez-vous, je vous avais dit qu'il y avait définitivement quelqu'un qui se planquait dans la maison maintenant. Ça a été montré, ça a été voilà, la porte s'est refermée, etc. avec quelqu'un qui mettait sa main dans la porte. Voilà, donc il y a bel et bien quelqu'un dans la maison. Et c'est à partir de ce moment-là que le réalisateur a pris une très bonne décision. C'est en effet celle d'inclure des plans caméra à l'épaule qui viennent souvent d'une pièce adjacente à celle où se situent nos personnages avec un son un peu muffled, vous savez, un peu atténué. De ce fait, on joue avec la perception de la personne qui regarde le film. Imaginons qu'on pourrait voir à travers les yeux de Lelalé tueur qui se tiendrait à proximité comme une sorte de menace visible. Dites-le avec moi, très bonne idée de mise en scène. Bravo le film, sans déconner, bravo. Mais bref, Erin, dont on comprend que c'est la première rencontre avec ses beaux-parents, faut que j'arrête de me pré-shot dans mon script, décide de donner une bonne impression d'elle. En effet, elle va voir Aubrey. Et là je bande. Ça suffit pour lui demander si elle a besoin d'aide. Elle va voir sa belle-mère, elle lui dit excusez-moi Aubrey, est-ce que vous avez besoin d'aide ? Et en effet,
Elle lui répond qu'elle n'a plus de lait et que ce serait bien d'aller voir chez le voisin qui s'appelle Eric, rappelez-vous le mec du début, pour lui demander s'il n'y avait pas possibilité de lui emprunter un petit peu du sien. Alors, note personnelle... Alors, bon, soit le scénario est mal amené, mais il faut ça à nos personnages pour se rendre compte qu'ils sont dans un film d'horreur, sans déconner. Et je vais y venir, ça va être désamorcé très vite. Je dis ça dans le sens que c'est un peu poussé en mode « Ah tiens, va voir nos voisins qui sont en plus à 500 mètres. » Oui d'accord, mais sans ça vous auriez jamais découvert les cadavres ? Avez-vous découvert les cadavres ? Non, puisque, comme je le dis, on va désamorcer ça très vite. Dehors, en effet, Crispian est avec son frère et son père, puis son frère part rejoindre sa femme, donc il n'y a plus que eux deux, donc Paul et Crispian. On comprend qu'il y a une certaine animosité entre les deux, dans le sens où le père voulait impérativement que Crispian intègre une sorte de confrérie, groupement, pour des personnes qui sont auteurs de romans. Son père d'ailleurs lui fait remarquer très sèchement que son fils est certes un auteur, mais il n'a pas publié depuis longtemps. Oui, bon, animosité 101 encore une fois. Mais bref, séquence avec Drake du coup qui rejoint sa femme dans une salle de bain, et cette femme est une sale petite connasse qui est en train de dégueuler des insultes sur Erin dans son dos, Erin n'étant pas là du coup, disant des choses atroces du genre « Où est-ce que ton frère a trouvé cette bonne femme-là » ou encore son accent m'est insupportable. Alors désolé de dire ça YouTube, mais sans déconner, je déteste les gens qui parlent comme ça, surtout les sales connards et connasses qui parlent dans le dos d'autrui. Mais bref, note personnelle, meuf, t'es tout autant dans une situation de belle fille que Erin, donc ferme un peu ta gueule, sérieusement, ce personnage est insupportable. Je sais plus comment elle s'appelle, Kelly je crois il me semble. Mais bref, d'ailleurs, elle rejette violemment les avances de Drake qui commençait à la déshabiller. Arrêtez de vous foutre à poil dans ce putain de film, sérieusement, ça devient lourd. Mais bon, switch sur Erin, merci Erin, qui arrive à la maison et elle entend juste la musique qui se répète en boucle depuis hier soir. Rappelez-vous la musique que, comment elle s'appelait déjà l'autre, Talia avait mis avant de se faire tuer. Donc du coup, voilà. Note tout de même intéressante, le corps de Eric a visiblement été déplacé car il était désormais assis sur le canapé, alors que son meurtre s'est passé contre la baie vitrée. Erin repart et on switch sur la soirée où les autres membres de la soirée arrivent. Du coup, l'un après l'autre, les frères et sœurs arrivent l'un après l'autre. Alors pourquoi elle n'a pas trouvé le cadavre ? C'est très simple, elle a entendu la musique à fond, elle a tapé 3 fois à la porte, puis elle s'est dit voilà, je vais pas le déranger, il est en train d'écouter de la musique et visiblement vivre sa putain de meilleure vie, donc je vais pas le déranger. Donc elle repart. Voilà, c'est ce que je disais, c'est une désamorce de scénario assez insupportable. Mais bref, la soirée, tout le monde arrive, tout le monde est content, tout le monde pète de joie, il y a les banderoles, bienvenue marquées dessus. Où est-ce que j'en suis dans mon script ? Oui, on est notamment introduit à la compagne du petit dernier de la famille. Elle s'appelle Z, Z-E-E. Elle ne dit pas bonjour, parle très très peu et regarde autour d'elle d'un regard glaçant, comme si elle s'attendait à ce que quelque chose se passe. Toi t'es bizarre toi, c'est ce qu'on appelle un red herring dans le métier. Mais bref, ok, donc à ce moment-là du scénario, je reprends une deuxième fois le scénar. Voilà, comme ça je ne perds personne. À ce moment-là du scénar, toute la famille se rencontre, la belle famille se présente l'un l'autre, entre eux, et franchement, rien d'étrange à déclarer, si ce n'est la réticence de Z à entrer dans les conversations. Quand on lui parle, elle répond, il n'y a pas de problème, mais voilà, c'est vraiment oui, non, d'accord, voilà, donc assez étrange. Tout a l'air donc de bien se passer. La famille arrive à table, il y a une petite prière, beaucoup de nourriture à manger, nom de Dieu. Bref, la soirée s'annonce en de très bonne voie, voire très bonne voie d'ailleurs. On est en droit d'imaginer qu'on va avoir un de nos personnages qui va ressasser une histoire du passé, de quand ils étaient petits, savoir ce qu'ils font dans la vie, comment ils vont, peut-être même avoir droit à l'éternelle question gênante chez les riches du « Allez-vous avoir des enfants ?» Bref, un dîner de famille américain bobo classique quoi. Sauf que Drake, qui est un sale con, un putain d'enfoiré, qui a l'air d'être le plus âgé, commence à faire un tour de table et critiquer sèchement les choix de carrière de tout le monde. Le ton monte violemment lorsqu'il s'en prend à Erin, faisant remarquer que c'est extrêmement peu professionnel que Crispian sorte avec elle étant donné que c'est l'une de ses anciennes élèves. Le ton continue de grimper et s'envenime très 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 vite. Bon, en même temps, Drake, t'es vraiment un sale con. Bref, durant cette discussion, Tariq, qui est joué par Ty West, bonjour Ty West, extrêmement mal à l'aise par rapport à la situation, balaye son regard ailleurs parce qu'il est gêné, mais il remarque alors quelque chose qui bouge dehors.
au milieu de toutes les engueulades, etc., il se lève et se rapproche de la fenêtre. Et c'est l'une des premières séquences choc, car en effet, soudainement, un carreau d'arbalète transperce la vitre et vient se planter dans le crâne de Tariq. Au revoir Ty West, qui s'effondre après 10 secondes beaucoup trop longues. Bref, c'est donc là le déclencheur de la panique qui va rester pendant tout le reste du film. Étonnamment, comme je le disais précédemment, je vais pas vous spoiler le reste du film et je vais passer à la conclusion parce que franchement, découvrez ce film parce que si tout ce que je vous ai dit depuis le début vous intéresse, alors oui, vous allez franchement adorer. En plus, comme je le dis, c'est un film de survival, etc. et tout, de home invasion survival, je vais y venir. Donc franchement, c'est un film excellent et on en voit très très peu. Alors vous allez me dire The Strangers, le film, je sais plus, avec la protagoniste qui est malheureusement en condition de mutisme et il y a un tueur avec un masque blanc qui la stalk, je sais plus comment s'appelle ce film là, mais bref, donc oui, The Strangers avec Madeleine Petsch d'ailleurs, que vous avez probablement vu dans Riverdale, etc. Bref, je sais que ces films là existent encore, hein, je sais, mais comme je le disais au tout début, il y en a plus beaucoup dans le monde du divertissement, du cinéma ou des séries actuellement. Donc voilà, intéressez-vous au film Home Invasion Survival. Survival ? Comment ça ? Bah justement, je vais vous en parler. Donc, comme je le disais, étonnamment, je vais pas vous spoiler le reste du film. Oui, d'ailleurs, oui, alors oui, je vous ai spoilé un meurtre, d'accord, mais on en a encore beaucoup de chair à canon dans ce film, et pas forcément les personnes auxquelles vous pensez, messieurs, dames. Donc, comme je le dis, ce film-là vous surprend. Vous êtes non pas dans un film scripté de film d'horreur, vous êtes dans un survival. N'importe qui, même un personnage principal, même le personnage principal peut mourir à chaque instant. Et vu la violence du film, nom de Dieu, oui, vous n'êtes pas en sécurité. Your Next ne vous prendra pas par les sentiments en mode « Oh là là, c'est un film d'horreur que j'ai vu 1000 fois ». Non, il a beau dater de 2011, il va vous surprendre à plusieurs moments. Vraiment. De plus, étrangement, comme je le disais tout à l'heure, comme je le dis, oui, ce film est un home invasion, donc au bas mot, 80% de la substance du film va se faire via le stress qu'il vous provoquera au visionnage. Moi je vais continuer mon visionnage et je ferai une conclusion à la fin, sans spoiler, sauf encore une fois si ce n'est 2 ou 3 concepts ou ressorts de scénario et de cinéma. Donc voilà, je viens de terminer du coup puisque je tourne cette critique quelques jours après. On passe à la conclusion en quelques points. Vous me connaissez, hein, je vais parler de quelques points que j'ai relevés lors de la complétion de mon visionnage. Alors, premier point, et je tiens à vous le dire, je ne vous spoilerai pas s'il y a un ou plusieurs ou hommes, femmes ou plusieurs tueurs-tueuses. Et d'ailleurs, premier point, les tueurs sont extrêmement intelligents mine de rien. Ils piègent la maison pour empêcher quiconque de sortir, ils utilisent aussi un brouilleur d'ondes pour éviter les appels téléphoniques, ils détruisent les câbles des voitures garées devant, et vont même, à un moment donné, léger spoil, jusqu'à aller couper le courant de la maison. C'est à ce moment-là où tu te dis, ah oui, c'est pas tes tueurs, tes tueurs 101. Et ils sont intelligents, enfin je veux dire, la figure du tueur est utilisée de manière intelligente. Les screamers également sont peu nombreux, vraiment il doit y en avoir 3 dans ce film, à peu près 3 ou 4. Les screamers sont peu nombreux et utilisés en grande majorité de manière efficace. Mention spéciale à celui de Lion, Tiger, bref, le tueur qui porte le masque de lion ou de tigre j'imagine, dans la cuisine. Encore une fois, je vous spoile pas, hein. Ça peut être un tueur qui change de masque ou plusieurs tueurs qui ont un masque propre. Encore une fois, je ne vous spoile pas. Mais bref, le screamer de Lion ou Tiger, je crois qu'il s'appelle Tiger, donc le tigre, dans la cuisine. Il est vraiment efficace. Il m'a à chaque fois ce screamer. Donc voilà, je vais pas vous le spoiler parce que voilà, mais c'est digne d'un Ghostface. Oui, je dis bien, c'est digne d'un Ghostface. Troisième point, l'humour noir est assez présent, notamment le personnage qui s'extrait un carreau d'arbalète, qui regarde la taille du projectile et qui s'évanouit juste après. Ou cet autre personnage qui dit « Let me in » en tapant à un carreau et qui du coup se fait passer à travers la vitre par un ou plusieurs de les tueurs. Voilà, le personnage est en panique, il fait « Laissez-moi rentrer !» et les tueurs le chope et le jette à travers la vitre. Voilà, c'est de l'humour très très sombre, mais voilà, ça n'entache pas votre visionnage, bien sûr. Autre point, les survivants qui se défendent. Putain, oui, c'est ça c'est l'un des points principaux de ma critique. Les survivants qui se défendent. Putain, on a enfin un film où un ou plusieurs personnages se défendent.
notamment la confrontation entre le Lalé tueur qui porte une sorte de hache Merlin et qui affronte un survivant muni d'un marteau attendrisseur à viande. Ce combat est délicieusement gore et sauvage, et ça se termine avec une fatality atroce digne d'un Manhunt 1 ou Manhunt 2, vous savez, les jeux vidéo ultra violents d'il y a 20 ans là. Voilà, donc waouh, rien que pour cette séquence de le Lalé survivant qui affronte un ou des tueurs avec un maillet à viande et qui, grâce à un piège, va survivre et réussir à affronter le tueur, le Lalé tueur, incroyable. Incroyable, ce passage-là est incroyable. Le père, pareil, c'est con comme scène, mais autre point, le père qui trouve dans la maison des endroits où ont été laissés des bouteilles vides et où remplis de pèse, ainsi que des sachets vides de nourriture, montrant bel et bien que le Lalé tueur se sont bien planqués dans la maison depuis même plus longtemps que le début du film. C'est terrifiant. Franchement, c'est terrifiant. Autre point, le film, qui est donc un Home Invasion, et qui se transforme en une sorte de Rambo mélangé Home Alone, Maman j'ai raté l'avion en français, avec des pièges craftés avec littéralement 2 planches, 3 bouts de ficelle et un morceau de scotch. J'adore. Et ça, c'est le deuxième point incroyable de ce film. Le premier, c'est les survivants qui se défendent, et en deuxième, un mélange de Home Alone, donc Maman j'ai raté l'avion, version gore. Putain, merci You're Next, merci d'exister, merci d'être tombé sous ma patte à l'époque où je cherchais des films d'horreur, etc. Merci d'exister, You're Next. Et je vais venir dans la conclusion, mais il me reste encore quelques autres petits points. Bah oui, littéralement, ça c'est le troisième point, j'allais oublier. Troisièmement, le point le plus gros et le plus choc de ce film, le Lalé Killer Reveal en plein milieu du film. Littéralement, en plein milieu du film, Killer Reveal. Waouh! Alors ça, je m'en rappelais plus du tout, et je me suis dit, il faut des couilles! Et même là, vous allez me dire, mais votre scénario, du coup, il tient plus debout, ça sert plus à rien, on sait qui sont le Lalé tueur. Et non, parce qu'il y a encore un autre truc après. Donc vous dites, putain, bien joué You're Next, sans déconner, bien joué. Et enfin, le dernier point avant de passer à ma conclusion que cette fois-ci je n'ai pas écrite, le kill le plus gore du film, pour celles et ceux qui s'en rappellent, le mixeur. Ah oui, pour celles et ceux qui ont vu le film, le kill du mixeur, évidemment que c'est le kill le plus gore du film. Putain de merde, cette scène du mixeur. Mais voilà, donc du coup, on va rentrer à la conclusion. On va entrer dans la conclusion, et je vais parler de manière complètement freestyle, c'est-à-dire je vais parler de manière complètement aléatoire. You're Next me fait du bien. C'est un film d'horreur que je n'avais pas vu depuis 2016-2017, je crois, donc je crois que c'est pour ça qu'à l'époque je m'étais dit putain de merde. Le problème de You're Next, c'est qu'il est tellement bon dans son principe qu'à la fin vous avez envie de le revoir. Mais une fois que vous avez compris le principe et surtout le Lalé Killer Reveal, vous dites ah oui, et même le dénouement de scénario à la fin suite au Killer Reveal, qui je le rappelle arrive à la moitié du film, t'es là tu fais ah oui, bon bah voilà, mais c'est un scénario très solide. Encore une fois, faut pas s'attendre à un truc qui va révolutionner votre vie, mais si vous êtes en panne de slasher et encore pire de Home Invasion slasher movies, c'est définitivement le film pour vous. Il est impitoyable, il est gore, des fois il est con, oui, mais mention spéciale au personnage de Erin, qui est vraiment un personnage tellement badass, tellement génial, tellement cool. Tu la vois crafter des pièges, tu la vois imaginer des pièges dans sa tête et tout. Elle fait des planches avec des clous qu'elle met en bas des fenêtres, comme ça si le Lalé tueur passe, il se fera mal et tout, il se blessera. Tout ça, mais c'est tellement con, mais enfin un film d'horreur où les survivants, le Lalé survivant, se défendent. Alors au début du film, comme je l'ai dit, c'est la panique, etc. et tout, pendant que Tariq se prend un coup d'arbalète dans le crâne, mais à partir de là, ils commencent à se renforcer l'un l'autre. Ils commencent à se dire ok, va falloir que je fasse ça, toi viens m'aider, j'ai besoin de toi, machin, tac, et on va se dire ouais, c'est un peu bizarre le personnage qui commence à prendre les rênes, etc. et tout. C'est désamorcé par une blague de con.
Oui, mon père croyait en des théories de la fin du monde. Donc depuis tout petite, je sais faire un nœud, je sais chasser, je sais faire un lacet de trucs, je sais comment abattre des animaux sauvages. Waouh. D'accord, donc c'est pour ça que je me suis permis la critique de Rambo tout à l'heure, parce que c'est vraiment, au bout d'un moment, c'est pas dans une jungle que ça se passe, mais la menace arrive, et avec 3 pièges, 3 machins et tout, t'as Rambo qui fait tout péter, bah là c'est exactement pareil, les tueurs se rapprochent, les survivants font des pièges, et bim bam boum, ça se bastonne. Donc franchement, oui, You're Next, je t'aime, You're Next, mon amour, You're Next, tu es loin d'être parfait, mais You're Next, 18, clairement. Tu es impitoyable, tu mets un vent de fraîcheur au genre du slasher qui était en train de littéralement crever à l'époque, on va pas se mentir, et tu ne rentres pas dans ce cliché du film des années 2010, du début des années 2010, où tout était aseptisé. On met la caméra comme ça, on éclaire comme ça, le teint de caméra, la colorimétrie, elle va être comme ça. Bonjour le Hobbit, bonjour Scream4, bande de gros tas de merde. Mais voilà, enfin je parle des personnes qui ont bossé sur le film pour l'étalonnage avec ce filtre tout doré, tout machin et tout, hein, je parle de ça. Mais enfin, si bien que le Hobbit, ça mène pas large non plus. Mais bref, Scream4 au niveau de ta colorimétrie, pareil. Mais bref, là, You're Next ne rentre pas dans ce genre de principe. Et franchement, c'est un vent d'air frais. Bah encore aujourd'hui, parce que en 2026, pour celles et ceux qui verraient cette vidéo dans le futur, bah déjà il y a l'horodatage en haut à gauche de l'écran, mais You're Next est un putain de vent frais dans le slasher. Il révolutionnera pas votre vie, mais si vous dites putain je me fais chier, j'ai pas encore envie de regarder Scream ou Halloween, etc., regardez You're Next. Impitoyable, violent, brutal et souvent assez immoral dans son principe de film et surtout dans son plot twist. Ouais, You're Next ne vous prendra pas par la main. C'est un très très bon slasher et comme je le disais, selon moi, peu importe les critiques, peu importe qu'il ait fonctionné ou pas, peu importe que les critiques l'ont fumé, l'ont pas aimé, etc. Sur Letterboxd, faudrait que je vous en parle un jour, de Letterboxd, je lui ai mis 4 étoiles et demie sur 5 et là oui, c'est un gros 18 et demi pour moi parce que putain, You're Next, je t'aime, You're Next, mon amour, You're Next, merci d'exister. C'était TFT, j'ai surkiffé ce film. Qu'est-ce qui fait du bien? Allez le regarder et vous allez passer un bon moment selon moi. C'était TFT, passez une bonne fin de journée, portez-vous bien et à bien vite bien sûr. Salut